Coucou, alors j'espère que vous allez bien. On va corriger donc la colle d'embryo, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc on commence avec le QCM 1. La seule bonne réponse c'était l'item E. Donc l'item A il est faux. Les ovogonies c'est des cellules diploïdes qui se multiplient par mitose, d'accord, et qui n'ont donc pas commencé la méiose. L'item B, l'ovocyte 2, c'est une cellule qui est bloquée en métaphase 2 et qui ne terminera la méiose uniquement en cas de fécondation. Donc tant qu'elle n'a pas été fécondée, elle n'a pas terminé sa méiose. L'item C, il est faux. Le spermatocyte 1, c'est une cellule qui est diploïde, qui va s'engager dans la méiose pour subir la première division méiotique et donner les deux spermatocytes 2, donc n'a pas terminé sa méiose. L'item D, le spermatocyte 2, c'est une cellule haploïde qui provient de la première division méiotique, qui va subir la deuxième pour donner la spermatide, mais du coup, elle entame la deuxième division méiotique, donc elle n'a pas terminé. Et enfin, l'item E était bien vrai, du coup, la spermatide provient de la deuxième division méiotique, donc c'est une cellule qui a terminé la méiose, qui va ensuite subir une étape de cytodifférenciation, c'est la spermiogénèse, pour donner un spermatozoïde. Et donc, il ne faut pas confondre la spermiogénèse avec la spermiation, qui est plutôt une étape de libération du spermatozoïde dans le tube séminifère. Après le QCM2, c'était ABE. Donc là est bien vrai. Donc voilà, nos cellules, elles sont ici. Donc près de l'allantoïde, au niveau de la vésicule vitelline. Et donc ça, c'est dans le mésoblast extra-embryonnaire, puisque ce qui est embryonnaire, c'est juste ça. Après, l'item B était bien vrai aussi, donc elles ont des grandes capacités migratoires, tout simplement parce qu'elles apparaissent ici et elles doivent migrer à peu près ici au niveau de TH10. Et donc au niveau cellulaire, ça fait une très grande distance. Elles ont aussi donc comme capacité des grandes capacités prolifératives, d'accord, puisqu'elles se multiplient par mitose, et elles sont de grande taille. Après l'item C, il était faux, donc les gonocytes primordiaux vont migrer vers des structures gonadiques qui sont indifférenciées, c'est ce qu'on appelle les crêtes génitales. Et donc à ce stade-là, quand les cellules germinales arrivent au niveau des crêtes génitales, les crêtes génitales sont indifférenciées, et après, elles vont se différencier en cordon sexuel primitif, donc gonade femelle et gonade mâle. Mais avant, c'est indifférencié. L'item D, il est faux, donc les cordons sexuels primitifs sont à l'origine des cellules de Sertoli dans les testicules et des cellules folliculaires dans l'ovaire. Essayez de ne pas mélanger tout ça. Donc les cellules de Sertoli contrôlent la spermatogénèse dans les testicules et les cellules folliculaires contrôlent l'ovogénèse dans l'ovaire. Et l'item E était bien vrai. Donc le tératome, en fait, c'est une tumeur bénigne embryonnaire et ça peut vraiment être n'importe quel tissu. Vous pouvez retrouver un cheveu, une dent, n'importe quoi, un œil, vraiment n'importe quel type de tissu. Ensuite, le QCM3, il n'y avait qu'une seule réponse aussi, c'était l'item C. Donc l'AA est fausse. Donc le spermatozoïde, c'est bien le gamète mâle, c'est bien la cellule germinale masculine. Mais on ne parle pas d'ovule pour le gamète femelle, mais d'ovocyte, d'accord? L'ovule, c'est pas un terme scientifique, donc on ne l'utilise pas. L'item B, il était faux aussi, donc nos cellules germinales ne sont pas toutes haploïdes. Par exemple, les spermatogonies, les ovogonies, les spermatocytes 1 ou les ovocytes 1, ce sont des cellules germinales diploïdes qui n'ont pas entamé la méiose, donc qui sont diploïdes, d'accord? Et après, toutes les autres cellules seront haploïdes. Ensuite, l'item C était bien vrai, donc nos cellules germinales doivent être haploïdes à la fin de la gamétogénèse. C'est le but de la gamétogénèse, d'accord, d'obtenir des cellules germinales haploïdes pour ensuite, quand tu auras fécondation, reconstituer un stock diploïde pour nous donner un nouvel individu, d'accord, avec des caractéristiques normales, c'est-à-dire 46 chromosomes. L'item D était faux. Les cellules germinales, elles subissent deux méioses finalement, enfin une méiose réductionnelle, une méiose équationnelle qui constitue la méiose au total. Et enfin, l'item E était faux. Donc les cellules germinales sont de type 23X, obligatoirement si ce sont des ovocytes 2 et non pas 1. Donc les ovocytes 1 c'est des cellules diploïdes, donc les ovocytes 1 sont des cellules 46XX, comme toutes les autres cellules somatiques chez la femme. Et l'ovocyte 2 sera donc, comme il provient de l'ovocyte 1, une cellule 23X.
et uniquement 23X. Chez l'homme, à l'inverse, il y a deux possibilités. Il peut nous donner un spermatozoïde qui va être 23X ou 23Y. Ensuite, le QCM4, c'était couscous, ça veut dire que tout était faux. Donc, la A est fausse. Entre la 5e semaine et le 5e mois de développement embryonnaire, les ovogonies se multiplient, d'accord, ça on le sait, mais elles vont nous donner un stock non renouvelable. C'est-à-dire qu'à la fin du 5e mois, on a un stock à son état maximal, et après, il ne peut que décroître. Ensuite, l'item B, il était faux. Au 5e mois, les ovogonies prennent le nom d'ovocytes lorsqu'elles commencent du coup la méiose et non pas la mitose. Lorsque nos ovogonies décident, on va dire, de commencer la méiose, on les appelle les ovocytes 1. Donc, juste pour pas confondre, la mitose, c'est le processus de réplication cellulaire, c'est-à-dire le processus de multiplication. C'est ce que font les ovogonies. Elles se multiplient pour constituer le stock non renouvelable. La méiose, c'est le processus de division cellulaire où on passe d'une cellule diploïde, donc l'ovogonie, à une cellule haploïde, du coup l'ovocyte 2. Pour expliquer ça, donc on a notre ovogonie qui est une cellule à 4 chromatides. On va dire on prend deux chromosomes homologues. Par exemple le chromosome 1. Donc on a 2 exemplaires dans notre ovogonie. On a donc 2 chromosomes à 2 chromatides. On commence la première division de méiose, qui est la division réductionnelle, et on obtient du coup par l'ovocyte 1, on obtient un ovocyte 2. L'ovocyte 2, c'est une cellule qui contient du coup un seul chromosome à 2 chromatides, puisqu'on a divisé notre ovocyte 1 en 2 cellules, on a divisé donc nos 2 chromosomes homologues. Et ensuite, quand notre ovocyte 2, après fécondation, puisqu'il ne finit la méiose qu'en cas de fécondation, quand il aura donc fait sa deuxième division, la division équationnelle, on obtiendra une cellule à un chromosome à une seule chromatide. D'accord ? Ensuite, l'item C, il était faux. Lorsque les ovocytes s'entourent d'une couche de cellules folliculaires aplaties, on parle de follicule primordial et non pas primaire, d'accord ? Primordial. Et en fait, quand nos cellules folliculaires deviendront cubiques, qu'elles prendront le nom de cellules de la granulosa, là on pourra parler de follicules primaires, mais du coup ça ne concerne pas l'ovogénèse avant la naissance, d'accord ? Avant la naissance, il n'y a que des follicules primordiaux. Et donc cellules folliculaires aplaties. Après, l'item D était faux, donc les ovogonies ce sont des cellules diploïdes, d'accord ? Et l'item est faux aussi, c'est un hors item. En fait, l'activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire entraîne bien une reprise de l'ovogénèse, mais il entraîne une reprise de l'ovogénèse à la puberté. C'est-à-dire qu'avant la naissance, on est bloqué, on a un blocage, on a un temps de latence entre notre stock non renouvelable d'ovocyte 1 et la reprise de l'ovogénèse par l'axe hypothalamo-hypophysaire. On a une période de latence et ça ne reprend qu'à la puberté, donc c'est un hors item, c'est pas avant la naissance. Et enfin, le QCM5 c'était ABCD, donc là est bien vrai. Pour rappel juste, l'ovogénèse ça correspond au cycle ovarien. Donc quand on vous dit l'ovogénèse est synchrone avec le cycle utérin, ça veut dire le cycle ovarien est synchrone avec le cycle utérin, et ça c'est bien vrai, d'accord, et c'est synchrone grâce du coup au contrôle hormonal. Ce qui fait que du coup l'item B était vrai, le contrôle hormonal par l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'item C est vrai aussi, donc ça entraîne la sécrétion d'œstrogène à partir du stade de follicule tertiaire par les cellules de la granulosa. L'item D était vrai, donc ce phénomène-là c'est la différenciation des TEC, d'accord ? C'est le stroma ovarien qui va se différencier, donner les TEC. Ça commence au stade de follicule secondaire et ça termine au stade de follicule tertiaire. Et enfin, l'item E était faux. Ça n'entraîne pas l'expulsion de l'ovule, toujours pas, d'accord, l'ovule on raye, ça n'existe pas, mais ça entraîne l'expulsion de l'ovocyte 2. C'est du coup l'ovulation. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse pour la suite. Je vous souhaite bon courage, bonne soirée, des bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre du coup la correction de la colle. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser.
Donc QCM6, il y avait 2 items de juste, c'était les items A et C. Alors l'item B, il était faux, on vous disait que la folliculogénèse est un phénomène qui est hormono-indépendant. Donc là, c'était faux, parce que du coup la folliculogénèse c'est un phénomène qui est hormonodépendant, qui nécessite notamment de la FSH, qui permettra la croissance et le recrutement des follicules. L'item D, il était faux, en fait c'était un OR-item. On vous disait la progestérone est produite par les petites cellules lutéales, donc ça c'est bien vrai. On a les cellules de la thèque interne qui, après l'ovulation, vont s'organiser en petites cellules lutéales et qui vont effectivement sécréter la progestérone. Mais du coup là, ça n'avait pas de rapport avec l'énoncé de l'item qui était concernant la folliculogénèse. Donc l'item D, il était faux. L'item E, il était faux. On disait que l'atrésie correspondait à l'apoptose des cellules thécales, donc c'est pas les cellules de la thèque, c'est les cellules de la granulosa. Donc l'atrésie, on le rappelle, c'est un phénomène de dégénérescence des follicules, c'est-à-dire que la plupart des follicules vont dégénérer par atrésie, et donc du coup c'est une apoptose des cellules de la granulosa. Donc QCM6, les 2 items de juste, c'était le A et le C. QCM7, donc là il y avait 3 items de juste, c'était le C, le D et le E. Alors les items A et B, ils étaient inversés, puisqu'en fait c'est le follicule pseudostade de follicule primaire que l'ovocyte 1 est entouré d'une couche de cellules folliculaires cubiques, et c'est au stade de follicule primordial que l'ovocyte 1 est entouré d'une couche de cellules folliculaires aplaties. Donc là il fallait bien faire attention entre les 2 items qui étaient inversés. QCM8, donc là il y avait 2 items de juste, c'était le A et le D. L'item B il était faux puisque le follicule tertiaire il ne produit pas de la progestérone mais il sécrète des œstrogènes par la collaboration entre les cellules de la thèque interne et les cellules de la granulosa. L'item C, il était faux, on vous disait que le follicule tertiaire possède des cellules thécales internes portant des récepteurs à la LH. Donc ça c'est faux en fait parce que les cellules thécales, c'est des cellules du stroma ovarien qui entourent le follicule mais qui du coup ne font pas vraiment partie du follicule. Donc l'item C, il était faux. L'item E, il était faux, on vous disait comprend un cumulus oophorus. Le cumulus oophorus, il apparaît au stade de follicule de De Graaf. C'est un renflement en fait de cellules folliculaires dans lequel va venir se placer l'ovocyte. Mais du coup, là, l'énoncé de l'item était le follicule tertiaire. Donc au stade de follicule tertiaire, il n'y a pas encore ce cumulus oophorus. Donc du coup, l'item E, il était faux. QCM9, donc là on vous proposait un schéma, il fallait trouver le titre de ce schéma. Donc il y avait un item de juste, c'était l'item D, donc on peut dire que c'est un follicule préantral ou follicule secondaire. En fait, qu'est-ce qui pouvait permettre de nous mettre sur cette voie, c'était qu'il n'y ait pas l'antrome qui n'est pas encore apparu. Donc c'est qu'on est au stade de follicule secondaire et le fait en fait qu'on ait cette thèque interne et cette thèque externe qui commencent à se différencier permettait de faire la différence entre le follicule primaire et le follicule secondaire. Donc QCM9, le seul item de juste c'était l'item D. QCM10, donc c'était toujours concernant ce schéma. Alors d'abord, on va faire un petit point sur la légende. Donc 1, ça correspond à la zone pellucide. 2, ça correspond aux cellules du stroma ovarien qui vont se différencier et qui vont former en 3 la thèque externe et en 4 la thèque interne. Et 5, ici, ça correspondait aux cellules de la granulosa, donc qui proviennent des cellules folliculaires. Donc du coup, l'item A, il était vrai, l'item B, il était faux. Les cellules, on vous disait, les cellules de 2 possèdent une activité aromatase, donc les cellules de 2, c'était les cellules du stroma ovarien. Les cellules du stroma ovarien, elles n'ont pas d'activité aromatase. Ce sont les cellules de la granulosa, donc qui sont représentées ici en 5, qui possèdent cette activité aromatase, donc en collaboration avec les cellules de la thèque interne. L'item C, il était faux. On vous disait que les cellules de 3 formeront la corona radiata au moment de l'ovulation. Donc 3, on le rappelle, ce sont les cellules de la thèque externe. Ce ne sont pas elles qui vont former la corona radiata lors de l'ovulation, mais ce sont les cellules de la granulosa, donc toujours représentées en 5. L'item D, il était faux. On vous disait les cellules de 4 vont se transformer en grandes cellules lutéales. Alors 4, c'était les cellules de la thèque interne. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, les cellules de la thèque interne, elles vont se transformer en petites cellules lutéales qui sécréteront du coup de la progestérone. Donc l'item D était aussi faux. L'item E, il était faux. On vous disait que 5 est composé de glycoprotéines. Donc 5, c'était les cellules de la granulosa. Donc elles ne sont pas constituées de glycoprotéines. C'est les cellules de la zone pellucide, donc représentées en 1, qui sont constituées de glycoprotéines. Coucou les gars, du coup je vais vous corriger le QCM 11, j'espère que la colle s'est bien passée. Donc c'est parti pour le cycle ovarien. Donc du coup, le premier item c'était, il dure en moyenne 28 jours, donc ça c'est vrai, on peut le voir sur cette frise-là, en moyenne il dure 28 jours. Ensuite l'item B était vrai, avant l'ovulation, la FSH stimule la croissance des follicules recrutés, donc on peut le voir sur cette frise.
qu'en effet, il y a bien une production de FSH et c'est elle qui va participer au recrutement des follicules et en particulier du follicule dominant qui va être responsable après de cette grosse production d'œstrogène qu'il y a là. Ensuite, l'item C, il était faux. Donc après l'ovulation, il y a transformation du sac folliculaire en corps jaune progestatif et pas gestatif. Il n'y a pas de transformation du corps jaune progestatif en corps jaune de gestation, sauf s'il y a une fécondation. Voilà, donc c'était faux. Ensuite, l'item D était faux. Après l'ovulation, les cellules de teck interne se transforment en petites cellules lutéales qui sont capables de sécréter de la progestérone. Et l'item E, il était faux. Après l'ovulation, les cellules de la granulosa se transforment en grandes cellules lutéales qui sécrètent des œstrogènes. Et du coup, il y a un petit moyen mnémotechnique, donc petite cellule lutéale, progestérone, ça commence par un P, et grande cellule lutéale, cellule de la granulosa, ça commence par la même lettre. Donc du coup, pour le QCM11, il y en avait deux de juste, c'était A et B. QCM12, ça concernait l'ovulation, il y avait 3 items de juste, c'était les items B, C et D. Pourquoi le A était faux? Parce qu'il s'agit de l'expulsion par un follicule mature d'un ovocyte 2 qui n'est pas bloqué en prophase, mais en métaphase 2. Ensuite, le B était bien vrai. Le pic de LH conjugué au pic de FSH, c'est ce que l'on appelle la décharge ovulante. Donc voilà. Ensuite, l'item C, il était vrai. L'ovulation a bien lieu le 14e jour du cycle ovarien. D'ailleurs, c'est aussi caractérisé par la glaire cervicale. Faut pas oublier ça non plus. Ensuite, l'item D, il était vrai. Les cellules de la granulosa s'organisent radialement pour former la corona radiata. C'est ce que l'on peut voir sur ce schéma-là. Donc on a la corona radiata avec l'ovule qui vient d'être expulsé. Et ensuite, du coup, l'item E, il était faux. C'était un hors item en fait parce que la lutéinisation se produit après l'ovulation. Donc le QCM12, il y en avait 3, c'était BCD. Ensuite, en ce qui concerne le QCM13, donc c'était concernant le premier globule polaire, donc il y en avait 3 de juste, c'était BCE. Donc le A, c'est faux, il ne s'agit pas d'une cellule diploïde, c'est une cellule haploïde. Elle a subi une étape de la méiose, donc voilà. Ensuite, l'item B, il était vrai. Il s'agit d'une petite cellule qui est vouée à la dégénérescence, ça c'est vrai. L'item C est vrai, il est formé quelques heures avant l'ovulation, oui. Quelques heures avant l'ovulation, l'ovocyte 1 donc, termine sa première division méiotique, et du coup il y a production de 2 cellules filles différentes, donc votre ovocyte 2 et le premier globule polaire, qui sont toutes les deux haploïdes. Ensuite, D, c'était faux. Il se trouve au niveau d'un des deux ovaires et pas au niveau des trompes utérines. Ensuite, l'item E est vrai. Dans la vie d'une femme, ce sont environ 400 GP1 qui seront formés. Il y a autant de GP1 formés que d'ovocytes 2. Donc voilà, c'était BCE pour le QCM13. Ensuite, pour le QCM14, il n'y en avait qu'une seule, c'était la A. Donc concernant le cycle utérin, le premier jour des règles marque le début de la phase menstruelle. Oui, c'est vrai. Non, la phase menstruelle est juste ici. Donc voilà, là, il y a cette phase de règles. Ensuite, du coup, l'item B. La production de progestérone est maximale pendant la phase lutéale. C'est un hors item, vu que la phase lutéale concerne le cycle ovarien. Voilà. Ensuite, l'item C, il était faux. Durant la phase proliférative, les artères spiralées sont peu contournées. Et durant la phase sécrétoire, les artères spiralées sont très contournées. Donc l'item D était faux aussi. Et ensuite, l'item E, c'est pas la phase proliférative, mais c'est la phase sécrétoire qui est la phase propice à l'anidation. Elle est concomitante avec la deuxième phase du cycle ovarien, qui correspond à la phase lutéale. C'est pendant cette phase qu'on peut observer une nidation. Du coup, on peut observer toutes les phases, phase proliférative, phase sécrétoire, en fonction des hormones. Et les artères, on peut regarder, elles sont vraiment très spiralées au niveau de la phase sécrétoire. Donc du coup, QCM14, il y en avait qu'une seule qui était A. QCM15, il y en avait deux. Donc c'était les items B et E. Donc du coup, l'item A, il était faux. À la puberté, les testicules vont commencer à sécréter des taux importants, pas de progestérone, de testostérone. Le progestérone, c'est l'hormone féminine. Ensuite, l'item B, il était vrai. La sécrétion importante d'hormones permet l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ben, c'est la pilosité, tout ce qui est masse musculaire et tout. Ensuite, l'item C, il était faux. Au niveau des tubes sinifères, il y a deux populations, non pas de cellules germinales. On a les cellules de Sertoli qui sont des cellules somatiques, et ensuite on a les cellules germinales qui sont les spermatozoïdes, spermatogonies et tout et tout.
Ensuite, du coup, l'item D est faux. Les cellules de Sertoli ont des jonctions serrées entre elles, on n'oublie pas. Elles possèdent par contre des jonctions communicantes avec les cellules germinales. Et ensuite, du coup, l'item E, il était vrai. Il y a des vagues de spermatogénèse successives assurant une production continue jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'andropause comme chez la femme où il y a la ménopause, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous laisse avec Thomas pour la suite des QCM. Des bisous! Bonsoir à tous, donc on va continuer la correction. Pour ma part, on va faire les QCM 16 jusqu'au QCM 20. Alors, QCM 16, vous aviez un schéma, les bonnes réponses étaient A, B, D, E. Donc vous avez sur cette slide les légendes qui correspondaient donc du coup aux 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous les avez sur le côté. On va corriger juste l'item C. Donc l'item C, ici, vous aviez dans l'énoncé, sont des cellules germinales haploïdes, donc non, hein, ce sont des cellules germinales diploïdes, puisque donc 3 illustre un spermatocyte 1, et le spermatocyte 1 est une cellule qui n'a pas encore attaqué la méiose, donc elle n'a pas subi de séparation, si on veut, des contingents de chromosomes, donc elle est encore diploïde. On continue avec le QCM 17. Donc QCM 17, vous aviez deux bonnes réponses, c'était B et C, donc l'item A était faux. Pourquoi? Là encore, problème au niveau diploïde, haploïde. Ici, on a la constitution donc d'un spermatozoïde, et un spermatozoïde, c'est forcément haploïde, puisque c'est la forme ultime de la gamétogénèse qui a pour objectif de former justement cette cellule. Donc du coup, elle est forcément haploïde. Donc ici, c'était juste un petit piège là-dessus. B et C, pas grand-chose à dire dessus, effectivement. Donc vous avez un spermatozoïde qui est formé à l'issue de la gamétogénèse, donc comme je viens de le dire, c'est vraiment la cellule que l'on veut obtenir quand on fait la gamétogénèse chez l'homme. Pareil, donc du coup, pour l'item C, donc vous avez sur le schéma ici le contenu de la tête, avec notamment l'acrosome, et donc du coup le noyau qui est juste ici. Item D était faux, donc il est constitué d'un col, le spermatozoïde comprenant les centrioles et non pas les mitochondries, puisque les mitochondries se situent plutôt au niveau de la pièce intermédiaire, et puis l'item E était faux, puisque donc du coup son flagelle est constitué de la pièce terminale et de la pièce principale, et pas de la pièce intermédiaire. On continue avec le QCM 18, donc vous aviez BCD comme bonne réponse, donc A était faux, on en retrouve, donc des spermatozoïdes, on en retrouve 100 millions par millilitre de sperme en moyenne, pas 10 000 millions de par millilitre de sperme en moyenne, donc en moyenne, par éjaculat, on est à 3 à 6 millilitres, donc ça fait du 400 millions de spermatozoïdes qui sont éjaculés, 300-400 millions de spermatozoïdes qui sont éjaculés jusqu'au cul-de-sac postérieur du vagin. Et donc après les trois autres items qui suivaient, pas grand chose. Peut-être un petit rappel sur l'item D, donc c'est ce que l'on appelle un spermogramme, donc l'examen médical permettant l'analyse de la morphologie du spermatozoïde, c'est le spermogramme, et ça peut aussi permettre de quantifier donc du coup le nombre de spermatozoïdes qu'on a dans un éjaculat. Donc item E pour ce QCM 18, il était faux parce que donc du coup on a un spermatozoïde qui peut féconder un ovocyte que jusqu'à 2 jours après son éjaculation. Il peut donc survivre jusqu'à 3 jours dans les voies génitales féminines, mais n'est fécondant que 48 heures après son émission. On continue avec le QCM 19, donc on avait 3 réponses de juste, A, C et D, donc B et E, on va voir ça tout de suite. Donc bon, déjà, si on revient un petit peu assez rapidement sur A, donc vous voyez bien que si on revient sur voilà, ce schéma, il y a bien 5 parties, juste la dernière qui n'est pas mentionnée, qui serait plutôt par ici, qui correspondrait à la pièce terminale. Si on continue, donc du coup, l'item B était faux, donc il est produit, le spermatozoïde, au niveau de l'épithélium des tubes séminifères et pas de l'interstitium, on est vraiment à l'intérieur du tube, on n'est pas à l'extérieur du tube. Item C, donc on retrouve un col où on retrouve des centrioles, même item que on avait au-dessus, donc le moyen mémotechnique c'est toujours le même, col, centriole. C'est la cellule la plus différenciée des gamètes mâles, donc ça aussi je l'ai dit tout à l'heure. Item E était faux, pourquoi? Parce que donc du coup il a subi une phase de cytodifférenciation qui s'appelle pas la spermiation, mais la spermiogénèse, donc la spermiogénèse qui est cette étape particulière où on va passer donc du coup d'un spermatide à un spermatozoïde, mais qui n'est pas encore fécondant, parce qu'il va devoir subir des maturations que vous traitez pendant le chapitre de la fécondation. On termine avec le QCM 20, donc sur les cellules de Sertoli. Deux bonnes réponses, c'était D et E. Donc la réponse A était fausse parce que donc, les cellules de Sertoli ne sont pas des cellules germinales mais des cellules somatiques. Elles occupent donc bien toute la hauteur des tubes séminifères cependant. Les cellules germinales, donc voilà, donc ce sont plutôt les spermatozoïdes, les spermatides, les spermatogonies et les spermatocytes. Donc ça, ce sont les cellules germinales, mais les cellules de Sertoli sont des cellules somatiques.
Item B, elles constituent une barrière hématotesticulaire par leur jonction serrée et pas communicante, donc c'est effectivement, puisqu'elles vont vraiment former, comme le nom de ces formations-là, les jonctions serrées, ben, du coup elles vont être vraiment comme ça, et elles vont vraiment empêcher en fait tout simplement une infraction de ce compartiment qui est le compartiment du tube séminifère. Parce que si on avait une infraction de ce tube séminifère, eh bien on aurait par exemple des productions d'anticorps contre les spermatozoïdes et spermatocytes et les cellules germinales d'une manière générale, entraînant ainsi une hypofertilité, et donc du coup ce serait pas super pour pouvoir féconder correctement. Si on termine donc du coup avec l'item C, donc du coup les cellules de Sertoli ne sont pas responsables de la production de testostérone, donc qui était faux, parce que donc du coup ça c'est le rôle des cellules de Leydig. Elles participent effectivement au contrôle de la spermatogénèse, et elles ont d'autres rôles, donc faire la formation de la barrière hématotesticulaire, la nutrition donc, des spermatozoïdes et la communication avec des cellules germinales d'une manière plus grande par l'intermédiaire des jonctions communicantes, et le contrôle donc par exemple de la spermiation, donc elles participent au contrôle global de la spermatogénèse. Elles sont sensibles aux hormones hypophysaires, à savoir donc ici la FSH, comme c'est écrit juste sur ce schéma. Donc je laisse la suite aux autres tuteurs et on se revoit donc du coup pour la prochaine colle. Des bisous! Bonjour à tous, donc on va continuer cette correction avec le QCM 21, donc il y avait 3 items de vrai, le C, le D et le E. Donc l'item A, le souci était que ce n'est pas l'hypothalamus qui produit la LH, mais bien l'hypophyse, comme vous pouvez le voir sur le schéma du diapo. Ensuite, l'item B, il est faux parce qu'on vous dit la FSH agit directement sur les cellules germinales. Donc c'est faux, elle agit bien sur les cellules germinales, mais par l'intermédiaire des cellules de Sertoli, comme on peut le voir sur le schéma. Donc on ne peut pas parler de directement. La FSH va directement agir sur les cellules de Sertoli, mais les cellules de Sertoli, c'est l'intermédiaire entre la FSH et les cellules germinales, donc on ne peut pas parler de directement. Ensuite, le QCM 22, donc toutes les propositions étaient vraies. Ici, on vous parle des facteurs qui agissent négativement sur la spermatogenèse. Donc, on vous parlait de différents facteurs, donc, comme par exemple un déficit d'apport protéique, une température scrotale supérieure à 35 degrés, les pesticides, les rayons X ou encore une torsion testiculaire. Le QCM 23, donc il y avait 2 items de vrai, le D et le E. Donc l'item A, il est faux parce que quand on vous parle des points communs entre la spermatogenèse et l'ovogenèse, donc ici on vous a dit la sécrétion hormonale cyclique. Donc c'est faux parce que ça ne concerne que la femme. Chez l'homme, la production hormonale, elle va être continue. Ensuite, on vous parlait de la morphologie du gamète. Donc là encore, c'est faux parce que le spermatozoïde, c'est une petite cellule mobile, donc avec un flagelle, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer, alors que l'ovocyte 2, c'est une grosse cellule, c'est une des plus grosses cellules qu'on peut trouver dans le corps, et en plus de cela, elle est immobile. Ensuite, la C, on vous disait le nombre de gamètes, enfin le nombre de gamètes produits. Donc là encore, c'est faux parce que chez l'homme, donc il y a des millions de spermatozoïdes qui vont être produits durant la vie. Alors que chez la femme, on a environ 400 millions d'ovocytes 2 qui vont être formés. Donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur, on ne peut pas parler de point commun. Ensuite, le QCM 24, donc il y avait 3 items de vrai, le B, le C et le E. Donc la A, elle était fausse parce que l'acquisition de la mobilité linéaire, elle ne se fait pas au niveau des tubes séminifères, mais au niveau de l'épididyme. Et ensuite, l'item D, en soi, on vous disait que la capacitation, la capacitation est produite lorsque le liquide séminal est enlevé. Donc ça, c'est faux. Enfin, la phrase en elle-même est vraie, mais on considère l'item faux parce que ça, c'est un événement qui a lieu dans les voies génitales féminines. Et le titre de l'item, c'était voie génitale masculine. Donc quand l'item ne correspond pas au titre du QCM, on appelle ça un hors item et c'est compté faux. La E, quant à elle, était bien vraie. Ensuite, le QCM 25, donc il y avait 2 items de vrai, la B et la E. Donc la A, elle était fausse parce que on vous disait que les spermatozoïdes étaient déposés au niveau de l'ampoule tubaire. Donc ce n'est pas au niveau de l'ampoule tubaire, mais au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. C'est l'ovocyte 2 entouré de toutes ces annexes qui sont situées au niveau de l'ampoule tubaire. Ensuite, l'item B était vrai. L'item C, on vous disait que les spermatozoïdes étaient fécondants pendant 2 à 3 jours. Donc c'est faux, c'est 48 heures après émission dans les voies génitales féminines. Et ensuite, item D, on vous disait que le pH vaginal, il était favorable
à la survie des spermatozoïdes par rapport au pH utérin. Donc c'est faux, c'est plutôt l'inverse, parce que le pH vaginal il est acide, alors que le pH utérin il va être plus alcalin, donc plus favorable à la survie des spermatozoïdes. Voilà. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du QCM 26. Donc pour ce QCM, il y avait 4 items de vrai, c'était les items A, C, D et E. L'item A était vrai puisque la glaire cervicale au 4e jour du cycle est bien en effet défavorable à la fécondation. En revanche, elle sera favorable à la fécondation aux alentours du 14e jour, où elle est alors filante, abondante et claire. Le moyen mnémotechnique FAC. F-A-C. L'item B était faux puisque le péristatisme utérin, qui part de votre canal cervical et qui va jusqu'aux trompes, va bien dans la direction, dans le même sens que vos spermatozoïdes. C'est donc un facteur favorable à la fécondation et non pas un facteur défavorable. Donc l'item B était bien faux. L'item C était vrai, puisque le péristatisme tubaire, lui, part de votre tiers externe de la trompe et va vers l'utérus. Donc lui, il sera à contresens par rapport à vos spermatozoïdes, et donc ça sera bien un facteur défavorable. L'item D était vrai, et l'item E était vrai, puisqu'un apport insuffisant en vitamines E et A est néfaste pour la spermatogénèse, et donc indirectement pour la fécondation. Pour le QCM 27, donc il y avait cette fois-ci que 2 items de vrai, c'était les items A et C. Donc l'item A était vrai. L'item B était faux puisque la capacitation n'a pas lieu dans l'épididyme, elle a lieu dans les voies génitales féminines. Dans l'épididyme, vous avez votre décapacitation, qui est donc le fait que des molécules vont se poser sur la tête du spermatozoïde et l'empêcher de faire sa réaction acrosomique qui induirait une inflammation des voies génitales masculines et même une stérilité. L'item C était vrai, l'item D lui était faux puisque la réaction acrosomique permet de traverser la zone pellucide et non pas la corona radiata. Le spermatozoïde, pour traverser la corona radiata, il va avoir besoin de son hypermobilité flagellaire, qu'il va avoir obtenue grâce à la capacitation, mais aussi de la hyaluronidase pH 20 qui est sur sa membrane externe, qui va dissocier la matrice extracellulaire de cette corona. L'item l'item E était faux aussi, puisque le liquide séminal est bien composé du liquide épididymaire et des substances sécrétées par la prostate, mais c'est dans les voies génitales masculines, et ça n'a pas de rapport avec la capacitation. Donc c'était un vrai item. Pour le QCM 28, il n'y avait qu'un item de vrai, c'était l'item D. Donc l'item A était faux, puisque les spermatozoïdes sont fléchants au contact de la corona radiata. Ils deviennent fléchants dès lors qu'ils sont émis dans les voies génitales féminines. L'item B, lui, était faux, puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la hyaluronidase pH 20 dissocie la matrice extracellulaire de la corona radiata, et non pas de la zone pellucide. Par contre, elle est bien située sur la membrane externe de la tête du spermatozoïde. Ensuite, l'item C était faux, puisque donc la liaison primaire qui concerne bien ZP3 et son récepteur ZP3, cette fois-ci, le ZP3 est situé dans la zone pellucide et le récepteur à ZP3, lui, est sur la membrane externe de la tête du spermatozoïde. Donc on avait inversé, donc c'était faux. L'item D était vrai, quant à lui, et l'item E était faux puisque la liaison primaire déclenche la réaction acrosomique et non pas la liaison secondaire. La liaison secondaire, elle, permet la barrière interespèce. Pour le QCM suivant, le QCM 29, il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, D et E. Donc l'item A était vrai, l'item B était faux puisque le spermatozoïde fécondant effectue un parcours qui se termine au tiers externe de l'une des trompes et non pas au tiers interne, sinon ça veut dire qu'il n'a pas parcouru la trompe et donc n'est pas en contact avec l'ovocyte 2 à féconder. L'item C était faux puisque le spermatozoïde fécondant s'apprête à traverser les annexes de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 et non pas de l'ovocyte 1. Il faut bien se rappeler que c'est toujours un ovocyte 2 qui va attendre dans la trompe. En effet, dans chacun de vos follicules de votre ovaire, vous avez des ovocytes 1 bloqués en prophase 1, mais un tout petit peu de temps avant de l'ovulation, celui qui va être ovulé va terminer sa première division de méiose, va donc donner un ovocyte 2 qui cette fois-ci sera bloqué en métaphase 2, et un globule polaire, le tout premier, qui sera lui voué à la dégénérescence. Et donc ça sera bien
un ovocyte 2 qui attendra dans le tiers externe de la trompe. L'item C était vrai et l'item E était vrai aussi, puisque les protéines ADAM qui sont sur le spermatozoïde vont ensuite être reconnues par les récepteurs à ces protéines qui sont, dont ces récepteurs sont sur l'ovocyte. Pour le QCM30, il y avait 2 items de vrai, c'était les items C et E. Donc l'item A était faux puisque les événements tardifs de la fécondation ont lieu dans les 24 heures qui suivent la fusion des 2 gamètes et non pas l'ovulation. Suivant les années, le professeur Yardin dit que ce sont dans les 50 heures qui suivent l'ovulation, mais c'est pas quelque chose de fondamental à retenir, elle piégera pas spécialement dessus, et sachant que c'est un peu aléatoire comme période. Il faut surtout retenir les 24 heures qui suivent la fusion des 2 gamètes, ou la fécondation. L'item B était faux puisque c'était un hors item. En effet, cela concerne un événement précoce qui a lieu dans les 5 minutes qui suivent la fusion des gamètes, et non pas donc un événement tardif. Par contre, la réaction corticale ovocytaire permet bien le blocage de la polyspermie. L'item D était faux, puisqu'il y a une préalable réplication de l'ADN à l'intérieur de chaque pronucléus, et ensuite une fusion des 2 pronucléus que l'on appelle la syngamie. Et l'item E était vrai, puisque ces 2 cellules totipotentes, d'ailleurs, on les appelle des blastomères. Et voilà, c'est fini pour la colle. On espère que ça a été. Vous pouvez toujours nous poser des questions sur Community. On vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous.